Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle interview et dans ce format l'inspiration de la semaine, je reçois Alexandre Alain. Salut Alexandre, comment tu vas? Salut, ça va très bien et toi? Bah écoute, impeccable. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire ce que tu fais dans la vie? Donc je m'appelle Alexandre Alain, j'ai 28 ans, je suis originaire d'un petit village dans la Sarthe qui s'appelle Chantenay-Villedieu et j'ai cofondé il y a maintenant 3 ans une société de production audiovisuelle avec mon frère. Ok, trop bien. Bon, on va revenir sur un petit peu ton parcours et comment t'en es arrivé là. Après le lycée, tu rejoins les bancs de la fac de droit. Qu'est-ce que tu voulais faire à cette période? À cette période, après le lycée, je voulais devenir agent sportif. Donc c'était accompagner les sportifs de haut niveau dans leur carrière pour gérer tous les à côté qui se concentrent seulement sur leur performance sportive parce que je suis un grand fan de sport depuis ma naissance et malheureusement du fait de ma maladie, j'ai pas pu exercer le sport au niveau que je l'aurais souhaité. Donc pour faire un peu un contre-pied à la maladie et rester quand même dans le domaine du sport, je voulais devenir agent sportif. Ok, on va revenir juste un peu plus tard sur ta maladie justement. En 2013, tu organises la Race contre la muco, un raid européen à bord d'une Renault 6 pour sensibiliser à la mucoviscidose. Quel âge tu as à ce moment-là et est-ce que tu peux me raconter d'où vient ce projet et l'idée du projet derrière? Alors à ce moment-là, j'ai tout juste 18 ans. Lors de ce tour d'Europe, donc 11 000 km, 23 jours à travers 19 pays, pour sensibiliser à la mucoviscidose et à la maladie plus globalement, pour montrer que c'est pas parce qu'on est atteint d'une maladie grave et incurable qu'on ne peut pas voyager, qu'on ne peut pas avoir des projets avec ses amis. Et donc en fait, c'est durant ma première année de licence de droit, je fais la rencontre de Com sur les bancs de la fac, avec qui on s'entend tout de suite super bien, on a un super bon feeling et on passe énormément de temps ensemble. Et on rencontre à ce moment-là le créateur de Europe Raid. Europe Raid, du coup, c'est un tour d'Europe à bord de 205 à destination principalement des jeunes pour découvrir les pays d'Europe. Et il nous demande si on veut faire partie un des équipages de l'édition test. Et nous, tout de suite, ça nous convainc et tout de suite, on a envie de se projeter. Mais à ce moment-là, on veut que notre projet d'amis, ce projet de voyage, il y ait une réelle symbolique derrière. Donc on l'associe à sensibiliser à la mucoviscidose et à la maladie. Sauf qu'avec Com, on n'y connaît rien du tout en mécanique. Et mon père, qui a une vieille Renault 6 dans le fond du garage, me dit vous pouvez la prendre pour votre tour. Sauf que oui, c'est bien beau, mais à 18 ans, si on part faire un tour d'Europe à bord d'une Renault 6 en n'y connaissant rien du tout en mécanique, ça va nous poser des problèmes. Et donc là, il me fait rencontrer un ami à lui qui s'appelle Romain, qui a déjà fait le 4L Trophy auparavant. Okay. Et donc ça va être lui un peu le mécano. Et donc on forme ce trio-là. Et on part en août 2013, 2014, je sais même plus, pour faire ces 11 000 km et ce périple européen qui va énormément nous marquer. Ah ouais, incroyable, ça devait être fou. Surtout que quand tu as tout juste 18 ans, je fête mes 19 ans pendant ce tour d'Europe. À ce moment-là, les forfaits de téléphone, ils sont pas européens. Donc en fait, dès qu'on franchit la frontière française, en fait, on est un peu lâché à nous-mêmes. Et voilà, on se retrouve seulement tous les trois. Et chaque jour, ce sont de nouvelles rencontres, de nouveaux paysages. On profite à fond, on conduit quasiment que de nuit parce qu'on veut profiter un maximum de la journée, des rencontres que l'on fait. Il va y avoir plein de rencontres marquantes dans chaque pays. Et on voit que en fait, c'est les personnes qui ont le moins dans leur pays qui offrent le plus aux gens qui viennent. Et c'est ça la belle leçon qu'on a retenue nous. Alors que par exemple, si quelqu'un, un étranger ou un inconnu débarque dans notre jardin ou dans notre champ à planter sa toile de tente en pleine nuit, on dit mais qu'est-ce qu'il fait lui? Alors que nous, c'est ce qu'on a fait pendant... accueillant. Exactement. Et c'est la leçon que nous, on en a retiré. La principale, c'est que voilà, les rencontres que l'on fait, elles sont juste extraordinaires et l'accueil qu'on a eu dans chaque pays, c'était juste hallucinant. Ah ouais, ça devait être vraiment un projet fou. Moi d'ailleurs, le 4L Trophy, ça me tente bien. C'est un peu dans le même esprit, oui, on va dire, d'aventure en voiture, etc. Et donc tu finis la fac en 2016 et l'année qui suit, tu subis une greffe des 2 poumons. Est-ce que tu peux me dire comment tu as vécu cette année-là et expliquer la maladie du coup de laquelle tu es atteint depuis ta naissance? Donc moi je suis atteint de la mucoviscidose, c'est une maladie génétique, elle touche principalement les voies respiratoires et le système digestif. Malheureusement, malgré les avancées de la médecine qui sont majeures aujourd'hui en 2024, il n'y a pas encore de traitement pour guérir de cette maladie. Au quotidien, avant une greffe, c'est de nombreux
épisodes d'hospitalisation pour pouvoir traiter les infections que l'on a, c'est être mis sous oxygène en fauteuil roulant. Et en 2017, malheureusement, la maladie prend de plus en plus de place. Je suis plus qu'à 6% de capacité respiratoire. Et donc là, avec les médecins, en accord avec eux, après de nombreuses discussions, je suis placé sur liste d'attente pour recevoir une greffe des 2 poumons pour que je puisse continuer de vivre parce que mes poumons ne sont plus en capacité de me faire respirer et d'avancer. Et donc j'ai la chance de recevoir une greffe des 2 poumons le 17 juillet 2017. Après, une greffe ne guérit pas de la mucoviscidose, je suis toujours atteint de cette maladie. Et les médecins aiment dire que une greffe, c'est une autre maladie parce qu'il y a d'autres conséquences, c'est un autre suivi. On sait qu'on peut connaître des épisodes de rejet, c'est ce que j'ai connu moi la première année après ma greffe, j'ai connu 7 épisodes de rejet. Donc c'est aussi un travail à faire sur soi, un travail à faire avec les médecins pour trouver les bons traitements. Parce que c'est une très lourde opération. Déjà, quand on a la chance de survivre à une première greffe et que ça se passe bien et qu'on retrouve sa maison, il y a une forme de soulagement, une forme de victoire. Et pour autant, en fait, tu peux vivre 1 année, 2 années de convalescence difficile, pas difficile physiquement parce que ça fait pas mal, mais se dire est-ce que ma vie va encore de nouveau être chamboulée, est-ce que je vais pouvoir avoir des projets. Et à force d'abnégation, à force de traitement, j'ai réussi à m'en sortir et ça fait maintenant depuis 6 ans que je vis une vie totalement heureuse. Incroyable. Ça, c'est un beau dénouement, on va dire, et j'espère que ça durera encore. À quel point cette maladie, elle a impacté ton enfance, adolescence, et qu'est-ce que ça a changé pour toi, cette greffe, on va dire, dans ton quotidien, maintenant que tu en es remis, qu'est-ce que ça a changé Quand j'étais enfant, je savais que j'étais différent, que j'avais une particularité vis-à-vis des autres enfants, parce que par exemple, je devais prendre des médicaments, je devais aller chez le kiné. Après, j'ai vécu une primaire, on va dire, pour moi normale. Okay. J'avais une scolarité comme chaque enfant, j'avais droit d'aller au foot, j'avais droit d'avoir des amis. Mes parents m'ont éduqué de la même manière que mon petit frère ou ma grande sœur, et sur ça je peux que les en remercier parce qu'ils m'ont pas mis dans une bulle à vouloir me protéger. Et en fait j'ai fait mes bêtises comme chaque enfant, j'avais pas droit d'avoir de mauvaises notes, je devais être assidu à l'école, etc. Donc sur ça, je savais que j'étais différent, mais j'ai pas ressenti en tout cas un regard différent sur moi. Et c'est aussi de la part aussi de la bienveillance des professeurs qui m'entouraient, de mon entourage, de mes amis. Et en fait, mes meilleurs amis d'aujourd'hui me connaissent depuis qu'on est gamin, depuis qu'on est né. Donc pour eux, Alexandre qui prend des médicaments, c'est quelque chose de banal, de normal. Ouais. Après, c'est au collège où là, déjà tu rentres dans une période où c'est l'acceptation de soi-même plus que le regard des autres qui est difficile. Parce que du fait de ma maladie, je faisais plus jeune que mon âge, j'étais un petit gabarit, je pesais pas très lourd. Et donc là, je me voyais différent des autres. Et je pense que c'est l'âge aussi un peu bête, on va dire, où les jeunes au collège, c'est là où il y a le plus de moqueries, de trucs comme ça, non ? Pour autant, j'ai jamais vécu... T'as pas ressenti ça ? Non, j'ai jamais ressenti de moquerie au collège ou au lycée parce qu'en fait, j'étais dans une structure où on était assez peu nombreux et où en fait tout le monde se connaissait et j'ai été pris sous les ailes, on va dire, des plus grands à chaque fois, une sorte de protection. Et en fait, dans ma chance, c'est que j'étais protégé un peu par les plus forts du collège, donc en fait les gens venaient pas forcément se moquer, etc. Peut-être qu'il y a d'autres personnes dans mon collège qui ont pu vivre des moqueries parce qu'ils faisaient pas partie de ce groupe de personnes-là. Mais sur ça, j'ai jamais senti de moquerie vis-à-vis de moi, vis-à-vis de la maladie. Et d'autant plus quand au lycée, j'ai dû être alimenté la nuit, donc j'avais une sonde qui dépassait de mon ventre, j'avais un cathéter central pour mes perfusions. Donc là, physiquement, ma maladie se voyait réellement. Et donc c'était plus le regard des gens, par exemple, quand tu vas à la piscine, où là, je peux comprendre le regard parce que c'est plus de l'interrogation, c'est qu'est-ce qu'il peut vivre, etc. C'est pas un regard. C'est pas de la moquerie pour le coup. C'est pas de la moquerie. Là, c'est juste vraiment de la curiosité. Ouais, ça. Mais comme moi, le premier, quand j'ai été en fauteuil roulant, je comprenais pas pourquoi les gens jetaient un coup d'œil sur moi. Mais c'est bête à dire, mais en fait, quand quelque chose de différent ou qui sort un peu de la banalité, passe dans une rue, etc., ton œil, il jette c'est lui qui y va, sans forcément avoir de préjugés, sans forcément se dire... Oui, il n'y a pas d'arrière-pensée derrière. Exactement. Ça, c'est juste au regard, c'est ça. Parce que ça a attiré ton attention, quoi. Et donc après ça, en 2018, tu rentres à Cage pour un master en marketing. Pourquoi ne pas avoir repris dans le droit et t'être dirigé vers le commerce ?
Quand j'ai terminé ma licence de droit, ma volonté c'était de continuer dans le droit, mais après j'ai eu mon année de convalescence après la greffe où là j'avais pas le droit de reprendre un cursus scolaire. Et c'est posé la question de savoir qu'est-ce que je voulais réellement faire, et j'ai trouvé que le droit était pour moi trop théorique, et j'avais besoin de quelque chose qui me boostait, où mon quotidien n'allait jamais être le même. Et je pense que j'allais trouver ça en école de commerce, avec ce côté entreprendre, où c'est quelque chose qui m'anime depuis que je suis jeune, le côté d'entreprendre. Et donc je savais aussi qu'avoir une licence de droit, plus un master d'école de commerce, ça pouvait aussi me guider vers ma volonté première après le lycée d'être agent sportif, parce que il y avait une complémentarité entre ces disciplines-là. Et donc j'ai fait le choix d'intégrer une école de commerce à la suite de ma greffe. Et donc tu as gardé l'objectif de faire agent sportif Je pense que pour l'instant, oui, en rentrant à Kedge, c'est la volonté que j'avais. Après, c'est ce que je dis quand je rencontre des lycéens, des collégiens, c'est que parfois on peut avoir une idée sur ce qu'on veut faire. Et en fait, il y a tout un tas de métiers, par exemple, qu'on ne connaît pas. Et après, c'est vis-à-vis des rencontres, des différentes expériences, où on découvre des opportunités. Et parfois, c'est aussi nous qui changeons un peu d'avis. Le sport, ça fait toujours partie intégrante, même plus qu'intégrante de ma vie, parce que ça occupe beaucoup de place pour moi. Mais pour l'instant, j'ai pas la volonté d'accompagner des sportifs de haut niveau. Peut-être que dans 10-15 ans, j'aurai cette volonté-là. Mais en tout cas, je me ferme pas la porte, mais c'est plus mon avenir actuel en tout cas. Ok. Et à partir de quel moment tu t'es dit que tu voulais faire de ton combat et de ta victoire un exemple et le porter au plus grand nombre pour souffler un vent d'espoir? La volonté de sensibiliser, de faire des projets pour avoir de l'impact, moi si tous mes projets, que ce soit d'aventure ou sportif, ça serait juste pour moi, s'ils n'avaient pas d'impact au-delà de ma simple personne, ils n'auraient pas de valeur, et je ne pense pas que je serais en capacité chaque année de repartir dans un entraînement, chaque année de repartir dans une recherche de financement. Ouais, parce qu'on va y revenir, mais tu as enchaîné les défis sportifs et les projets, mais ça on va revenir juste après dessus. Mais pouvoir avoir de l'impact et sensibiliser, c'est quelque chose, je pense, que j'ai depuis que je suis tout jeune. Par exemple, lors des week-ends de vaincre la mucoviscidose, pour sensibiliser à cette maladie, j'étais déjà impliqué dedans. En 2014, il y avait déjà cette volonté. Et en fait, c'est à force de recevoir des messages de personnes via les réseaux sociaux ou en face à face sur merci, parce que moi je suis pas atteint de la même maladie que toi, mais à travers ton histoire, à travers ton combat, j'ai pu trouver aussi des ressources en moi, et de me dire que si toi tu avais réussi, si toi tu avais mis ça en place, et si tu avais pris ta maladie en main, mais vraiment en faire un moteur dans ta vie, et moi aussi je vais pouvoir faire ça. Et donc à chaque fois que tu en reçois un message, 2 messages, 3 messages, tu dis qu'en fait tes projets ils ont du sens, et ça te donne juste envie de continuer, de te lever tous les matins. Et puis le fait que les gens te trouvent inspirant, toi du coup ça t'inspire, parce que du coup tu te dis que tu as envie de nourrir ça et de encore plus le développer. Mais exactement, c'est un cercle vertueux en fait. Le positif attire le positif, et au début chacun, je pense, a ce sentiment, est-ce que je suis pas un peu un imposteur, se dire est-ce que je suis réellement légitime dans ce que je fais, et en fait c'est en recevant des centaines de messages où je me dis au fin de compte oui, je suis peut-être à ma petite échelle légitime pour aider. Mais t'as un impact. Exactement. Et positif. Ouais. Trop bien. On va enchaîner sur la deuxième partie, le moment où t'es passé à l'action, et donc tous les projets et défis sportifs que tu as réalisés. Tu enchaînes les projets, tu crées une association, tu fais des défis sportifs et tu entreprends. Mais en 2019, ton premier vrai pas dans l'entrepreneuriat, c'est quand tu crées Ahoy Sailing, une association dans laquelle tu feras la traversée de l'Atlantique à la voile en équipage. Raconte-nous un peu ce projet fou et cette aventure associative. Eh bien, ce projet fou, c'est Romain, avec qui j'ai fait le tour d'Europe, qui travaillait pas très loin de chez moi, à Sablé-sur-Sarthe, en 2019. Et un soir, il m'appelle et il me dit il y a mon grand frère Thibaut qui est là, et on aimerait dîner avec toi pour te proposer quelque chose. Je dis oui, ok, j'arrive. Et là, on s'était dit avec Romain et Com qu'un jour on repartirait sur un nouveau projet après ma greffe, parce qu'on savait que ma greffe allait arriver lorsqu'on a fait le tour d'Europe. Et là ils me disent Alex, est-ce que ça dit de partir faire un tour de l'Atlantique avec nous? Moi, ni une ni deux, je dis oui, je suis partant. Et puis la seconde question, c'est par contre, j'ai jamais mis les pieds sur un bateau, moi. Donc comment faire?
Comment apprendre à naviguer. Là, c'est pas pareil. Là, c'est pas pareil. Là, c'est pas conduire une voiture. C'est ça. Tu pars pendant 1 an sur un tour de l'Atlantique, tu vas traverser l'Atlantique. Et en plus, à ce moment-là, j'étais quand même dans une année de convalescence difficile après ma grève, donc comment se projeter. Et je pense qu'en fait, c'est ce projet-là qui m'a permis de tenir aussi mentalement. C'était ton moteur. C'est ça, c'était mon moteur. Pour la petite anecdote, j'ai fait une interview sur Fun Radio avec Bruno. À 6h15 du matin, j'étais hospitalisé dans mon lit d'hôpital, dans le noir, au téléphone. C'est vrai. J'étais en direct sur Fun Radio. Et je pense qu'il n'y a aucune personne qui pouvait se douter de ça, que ce soit aussi bien les infirmières qui étaient dans les couloirs, que Bruno à la radio, qui était en train de m'interviewer. Ah, et tu l'as dit à personne? Je l'ai dit à personne, personne n'était au courant. Et c'est ça qui, je pense, les médecins ont pu penser qu'il y avait une part d'inconscience ou d'insouciance, que je ne prenais pas conscience de ce qui m'arrivait avec ces épisodes de rejet. Parce que eux, tu leur as dit le projet. Je leur ai dit l'ambition et... Exactement. Ça a dû faire bizarre pour eux. Ça s'est pas du tout bien passé, l'annonce au début. Après, ils ont compris qu'on avait justement structuré ce projet-là de la même forme qu'une entreprise. Ça a été une véritable petite entreprise qu'on a montée, du coup, avec Romain, Thibaut et Jérémy. Pour ce projet-là, on était 4. C'est un budget de 200 000 € de partenaires à trouver en moins d'1 an. Mais parce que là, du coup, vous aviez un bateau, eux, ils étaient très formés là-dessus. Enfin, comment est arrivée, on va dire, l'idée de faire le... En fait, les gars ont eu cette idée-là de faire un tour de l'Atlantique à la voile. Et ils ont voulu m'y associer pour justement défendre les valeurs qu'on avait déjà défendues lors du Tour d'Europe. Et après, ça s'est construit en fait naturellement. On s'est retrouvés tous les 4 et on a monté cet assaut. On a été à la recherche de partenaires. Les gars qui déjà travaillaient depuis quelques années, eux ont acheté le bateau en nom propre. Okay. Ils m'ont fait cet honneur ou ce plaisir de me dire, nous, on achète ce bateau-là à 3 et on t'embarque avec nous. Et c'est ce qu'on veut montrer, c'est cette image de solidarité, d'inclusion, que c'est pas parce qu'on a un pote qui a une particularité, qui a une maladie, qui a été greffé, qu'on peut pas l'associer à des projets ambitieux, à des projets un peu fous sur le papier. Ouais, et en fait, là, pour le coup, c'est vraiment fou. Enfin, traverser l'Atlantique, c'est quand même pas à la voile. C'est pas le même projet que... C'est pas anodin. Après, on s'y est préparé correctement. On a été entouré par plein de partenaires privés. On a fait énormément de sensibilisation dans les écoles. C'était aussi ça notre projet. C'était pas que le garder pour nous. Et quand on a vu l'engouement qu'il y a eu à notre départ sur le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est des images qui resteront à jamais gravées dans mes mémoires. Enfin, il y avait peut-être 500 personnes. Le bateau de la SNSM convoyait nos proches. Il y avait des dizaines de bateaux autour de nous. C'était notre petit départ du Vendée Globe pour nous, du port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. C'est incroyable. Et en fait, c'est cette capacité-là à embarquer un maximum de personnes qui, moi, m'anime et me fait vivre. Et c'est ma plus belle des réussites et ma plus belle des récompenses quand il y a plein de personnes qui veulent s'embarquer avec nous. C'est incroyable, ça c'est vraiment un beau projet. Et après du coup l'asso elle a continué à vivre parce que j'ai vu elle a continué à vivre plusieurs années. L'asso continue de vivre, c'est une association on va dire support quand on a de nouveaux projets. Et cette association-là, c'est une entité qui restera parce que elle a vocation à continuer à avoir des projets à impact liés au don d'organes et à la mucoviscidose et à la maladie plus globalement. Et c'est encore vous qui vous en occupez ou est-ce que vous avez passé le flambeau Non, c'est encore nous qui nous en occupons. Je suis toujours président de cette association-là. Je vais pas passer le flambeau d'ici là. Ok, trop bien. Et à ce moment où où vous faites ce tour de l'Atlantique, t'es encore à Kedge ou t'as fini les études, t'en es où? Ce tour de l'Atlantique, c'est mon année de césure entre mon Master 1 et mon Master 2. Quand j'ai eu le choix entre plusieurs écoles de commerce, je ne savais pas que Kedge pouvait offrir la possibilité de faire un projet comme ça en année de césure. Et visiblement, la vie m'a fait prendre le bon choix parce que j'ai choisi Kedge. Et en fait, c'est au tout début de Kedge où en fait, quand ils nous parlent de notre année de césure, on peut partir dans des stages en entreprise 2 fois 6 mois, ou alors mener un projet à impact entrepreneurial. Et ce que remplissait totalement ce tour de l'Atlantique avec Ahoy, parce qu'il y a eu un grand aspect marketing, communication, recherche de partenaires. Enfin, on y passait, c'était une vie d'entreprise, on y passait tout notre temps, toutes nos heures libres, tous nos week-ends. Donc j'ai bien fait de choisir cette école à ce moment-là. Au final, c'est comme... Alors moi, je suis pas à Kedge, mais c'est du coup maintenant, c'est peut-être plus démocratisé. Mais moi, c'est vrai que dans mon école, c'est ce que je fais aussi. Oui. C'est le projet, je l'ai monté en césure et
Et un peu pareil, bon là moi j'étais tout seul, mais c'était moins gros, il y a un moins gros impact, mais en tout cas c'était le même principe. Je pense que c'est un apprentissage qui est juste décuplé XXL d'une vie d'entreprise, et je pense que parfois une aventure entrepreneuriale comme ça vaut bien plus qu'un stage dans des branches de commerce qui peuvent nous paraître un peu dérisoires quand on revient d'un tour de l'Atlantique comme ça. Et puis en plus, là c'est l'occasion de se découvrir aussi, d'en apprendre plus sur soi-même. Au-delà de en apprendre en termes de compétences, tu te découvres aussi, tu prends le temps de savoir un peu plus de qui tu es, vers où tu veux aller, les objectifs, etc. Et justement, quand tu sors du coup de l'école de Kedge, quels sont tes objectifs et qu'est-ce que va être ton quotidien après l'école ? J'ai la chance de faire une alternance en Master 2 un peu, pas du tout banal. Je suis à côté d'un ancien champion du monde de snowboard, Mathieu Crépel, ambassadeur de la Water Family à Biarritz, et où je l'accompagne pour la construction d'un projet qu'il veut mener, tout en ayant des missions au sein de l'association Water Family, donc encore une expérience hors du commun. Et en fait, j'ai jamais connu la vie réelle d'une entreprise, on va dire derrière un bureau, etc. Et je sais pas si j'ai envie de le connaître un jour. Non, avec tout ce que tu as fait, t'auras pas envie. Et donc c'est ça qui m'a aussi motivé à la sortie de mes études, cofonder avec mon frère qui lui a fait une licence de cinéma et qui a travaillé dans des structures parisiennes, dans des plateaux télé, à cofonder une société de production audiovisuelle parce qu'on est complémentaires, moi du fait de la gestion d'entreprise, démarchage, communication, et lui qui connaît mieux bien sûr tout l'aspect technique, tournage, montage, et donc on s'est associés tous les deux et ça fait maintenant 3 ans qu'on a cofondé à deux productions à destination principalement des entreprises, associations, événements pour faire de la production audiovisuelle. Incroyable. Et à ce moment-là, est-ce que tu donnais déjà des conférences et est-ce que tu avais l'ambition d'enchaîner les projets fous, notamment les défis sportifs sur lesquels on va revenir? Bien, en fait, c'est en 2021 que j'ai eu un peu ce déclic. Quand on y prend goût après le Tour d'Europe, Tour de l'Atlantique, c'est très difficile de revenir à une vie normale. J'ai envie d'utiliser le mot banal. Et donc, en 2021, je cherche un projet où la dimension sportive a une réelle valeur, une réelle connotation. Et le 17 octobre 2021, c'est aussi le marathon de Paris. Okay. Et quand je vois ce calendrier-là, je me dis que les planètes sont alignées parce que le 17 octobre, c'est aussi la journée mondiale du don d'organes. Donc quoi de mieux que de courir ce marathon-là en ce jour si spécial pour sensibiliser un maximum de personnes au don d'organes, comme quoi c'est un don à la vie. Les planètes sont alignées. Totalement. Et donc c'est pour ça que ce premier projet-là se dessine en 2021. Et en termes de conférences, je pense que c'est petit à petit. Au départ, tu es invité dans des établissements scolaires, dans des plus petites associations, etc. Puis petit à petit, en fait, c'est par le bouche à oreille, du fait de la communication, que des plus grosses structures t'invitent pour justement sensibiliser un plus grand nombre de personnes en parlant devant des assemblées qui sont de plus en plus nombreuses. Ça a été jusqu'à plus de 1500 jeunes au stade du Mans. Quand tu as 1500 jeunes devant toi dans un stade rempli, Là, tu prends réellement conscience. Tu t'imaginais pas ici 2 ans avant. Exactement, même quelques mois avant, tu te dis mais jamais de la vie je vais pouvoir prendre la parole devant autant de personnes. Et puis petit à petit, tu y prends goût et tu prends aussi du plaisir à véhiculer les messages que tu souhaites. Et cette année-là, en 2021, tu écris aussi un livre, Un souffle d'espoir. D'où vient cette idée d'écrire ce livre et qu'est-ce que ça signifie de, on va dire, écrire ton parcours concrètement sur une feuille, quoi? Eh bien, cette idée-là, c'est mon éditeur Hugo Doc avec Clément Ronin qui m'a contacté et qui me dit on a entendu parler de toi, de tes projets et on aimerait que tu écrives un livre sur ton parcours. Et c'est la première fois dans ma vie où là je me suis posé la question, est-ce que je suis légitime d'écrire un livre? À ce moment-là, j'ai 24 ans. Écrire un livre sur soi à 24 ans. Et après quelques semaines de réflexion et quelques messages d'anonymes ou de proches en me disant si tu peux nous délivrer des messages autrement que par l'aspect sportif. Il y a des gens qui ne comprennent pas cette dimension sportive ou d'aventure mais qui aiment lire et qui pourront en apprendre davantage sur toi.
et aussi en apprendre davantage sur eux à travers ton histoire. Et donc là, je me suis mis à écrire sur mon parcours. Après, écrire, moi, c'est la manière dont je m'exprime, je pense, le mieux pour me dévoiler. Ok. Et donc, ça a été aussi un très bel exercice. Après, ça a été aussi une psychanalyse personnelle parce que tu refais tes 24 premières années de ta vie. Et il faut y aller en profondeur. Il faut y aller en profondeur et parfois, justement, tu ensevelis des choses que tu avais peut-être oubliées ou que tu n'avais pas forcément envie d'y repenser. Et donc là, tu fais ce travail-là et ça a été une super expérience. Et j'ai eu de très bons retours sur ce livre. Et donc, franchement, je remercie encore mon éditeur de m'avoir proposé ça à ce moment-là. Mais ça doit être vraiment dur et intense de faire surtout les témoignages pour le coup, parce que là, c'est pas un récit fictif. Ah oui. Ça doit être vraiment... Puis là, faut jouer le jeu, on va dire, à fond. Faut être en capacité de se livrer. Pour autant, j'ai toujours gardé une part de personnel parce que tu dévoiles pas tout, mais ça a été un exercice qui a été particulier. Quand tu te lèves le matin, que tu planches toute la journée sur ton histoire, parfois t'en as juste un peu marre de parler de toi. T'as juste envie de voir le monde, d'aller refaire de nouvelles rencontres parce que tu te dis je parle de moi, mais à travers chaque chapitre ou chaque moment que j'ai voulu raconter dans ce livre, je voulais que ça puisse servir à tout le monde et que chacun pouvait s'y retrouver. Je voulais qu'il y ait des messages beaucoup plus globaux que ma simple personne. C'est trop bien ce que tu dis, et moi à ma petite échelle je le vois aussi, parce que tu vois c'est la première fois que je me vlog, que je me filme, je suis tout seul à parler à une caméra et tout, et j'en peux plus de ma voix, j'en peux plus de me voir en vidéo, mais je me dis en fait c'est pas ça que je veux montrer, c'est pas je veux pas qu'on me montre moi dans ce que je fais, je veux montrer le projet dans sa globalité, je veux mettre en avant les gens que je vais rencontrer, montrer les parcours inspirants, mais c'est vrai que, alors toi ça va être encore plus parce que ça dure plus longtemps, écrire un livre c'est pas pareil, c'est plus personnel, etc. Mais déjà moi à ma petite échelle, je le vois, c'est vraiment un travail... Ah mais c'est ça, mais après je pense que c'est important que les gens se familiarisent avec chaque personne qui porte un projet, parce qu'on suit aussi des projets parce qu'on suit la personne et on suit ses valeurs et ce qu'elle dégage, et je pense qu'il faut vraiment incarner son projet quand on a un projet qui est fort. Donc tu as raison de le faire. Et puis on est tous comme ça, à ne pas vouloir se regarder, à ne pas vouloir s'entendre, et on est les premiers à la critique de soi, et c'est la plus dure que la critique des autres. Donc puis après tu l'apprends à l'assimiler, puis après tu te dis ça va pas changer ce soir tu dormiras tout aussi bien même si tu te trouvais pas bien face à la caméra. Donc, exact. Et puis pour le coup j'ai pas eu de retour, pas eu de retour négatif ou de tacle ou quoi, mais le plus dur c'est envers moi-même. Je me dis mais je suis pas assez bien, je suis pas comme ça, je suis pas comme ça. Mais après c'est bien parce que ça te permet aussi de s'améliorer dans chaque projet et de se dire que si on reste on se dit oh c'est pas trop mal, après on reste on stagne et on s'améliore pas non plus. Carrément. Et après du coup ton marathon, tu as enchaîné 2 autres défis sportifs. Tu as fait le Half Ironman, qui est vraiment déjà une épreuve sportive encore folle, on va dire. Est-ce que tu peux rappeler juste les distances Un Half Ironman, c'est 1,9 km de nage, 90 de vélo, et on termine par un semi-marathon, donc 21 km de course à pied. Comment tu trouves l'énergie, la motivation? Parce que pour le coup, là on rentre plus dans le défi sportif, on va dire accessible à tous. Là on rentre vraiment dans un défi sportif pour sportif, quoi. Où je trouve la force, comme je disais, c'est à travers le soutien que je peux recevoir. Et en fait, quand tu as mal aux jambes, quand tu as mal aux bras, quand tu te dis que tu as envie de lâcher, ces projets-là, je fais aussi pour toutes ces personnes qui malheureusement n'ont pas eu la chance de recevoir une greffe, qui malheureusement sont décédées d'une maladie ou d'un handicap. Ça donne aussi beaucoup de force parce que je me dis, te plains pas, tu as la chance de pouvoir avoir mal, tu as la chance de pouvoir faire ces projets-là. Donc continue, et si tu arrives à embarquer un maximum de personnes avec toi, c'est tout gagné. Et comment tu arrives, à chaque fois que tu as une idée, un projet en tête ou un défi sportif, comment tu te dis je passe à l'action? Parce que moi c'est tout le but du projet, c'est d'arriver à comprendre comment les jeunes on arrive à passer à l'action, tous sur des projets thématiques différentes, etc. Et là pour le coup tu as enchaîné les projets, les défis sportifs, tu as entrepris. Comment à chaque fois, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'en fait tu as une idée, tu arrives à concrétiser et à passer à l'action? Non, parce que j'ai plein d'idées qui passent dans ma tête. Okay. Mais non, par contre, quand j'annonce, je fais. Ok. Moi, c'est on va dire ma devise. Si j'annonce, je fais. Toi, tu passes par la communication. Ouais. Si j'annonce, je fais.
Et même si parfois au début c'est juste une idée, je l'annonce. Et en fait, une fois que tu l'as annoncé, t'as pas le choix que de le faire. Et tu te dis, mais quel con. Et donc, c'est pour ça que je pense que pour passer à l'action, faut pas attendre que tout soit nickel, hein. Et heureusement qu'il faut pas attendre que tout soit nickel, parce que sinon tu passeras jamais à l'action et jamais tout sera nickel. Et moi, chaque projet, j'essaie qu'il soit toujours un peu plus impactant, toujours un peu plus abouti, toujours avec un peu plus d'impact. Mais c'est en faisant qu'on apprend aussi. Mon premier projet date d'il y a 10 ans, 2014. De 2014 à 2024, oui, il y a eu 5 gros projets, même 6 avec le livre. Et pour autant, ça n'a jamais été les mêmes ambitions, jamais été les mêmes partenaires, jamais été les mêmes personnes qui m'ont entouré sur ces projets-là. Mais pour autant, j'avais une seule volonté, c'est d'avoir de l'impact. Pour avoir de l'impact, faut oser avancer et parfois se tromper. Incroyable, c'est un très beau mot. Le dernier exploit sportif que tu as fait, c'est l'ultramarin, si je me trompe pas. 175 km que tu as fait en relais. Encore un projet, je connaissais pas, du coup je suis allé regarder, mais comment tu as eu cette idée? Là, cette idée, c'est pas moi qui l'ai eue. Le marathon de Paris, j'ai eu la chance de le boucler avec Antoine Mugnot, le chirurgien qui m'a greffé. Et en fait, ça a eu tellement un impact positif en réanimation et soins intensifs du CHU de Nantes. Souvent, malheureusement, ce corps médical-là qui est en soins intensifs, réanimation, ils ont des nouvelles des personnes que si ça se passe mal et ils voient pas le bénéfice de leur travail qui est juste extraordinaire. Et donc là, c'est un anesthésiste, Bertrand Miguet, Antoine Mugnot, mon chirurgien, et Basile Marie, un autre chirurgien, qui m'ont dit on veut que tu sois avec nous sur l'ultramarin, on veut boucler ce 175 km en relais tous les 4 pour montrer qu'une greffe, une opération, un suivi médical, c'est un travail d'équipe. Ça va de l'aide-soignante, ça va de l'infirmière, ça va du chirurgien, ça va de toutes les personnes qui sont autour de nous, mais aussi du patient. Et donc en fait, on voulait montrer que ce travail d'équipe, que ce soit aussi bien au bloc ou sur cette course, on peut accomplir de belles choses. Et donc on a franchi cette ligne d'arrivée tous les 4 et c'était un super beau clin d'œil. Ah ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. Et j'imagine que tu comptes pas t'arrêter là, que tu as d'autres projets en tête. Est-ce que tu peux en dévoiler un ou plusieurs que tu aimerais, ou même des projets que tu rêves, que tu n'as pas encore préparé ou quoi que ce soit, mais des projets qui vraiment te donnent envie et dont tu rêves? Mais en fait, j'ai pas forcément de projet dont je me dis que c'est inaccessible. Chaque projet, moi, je pense que c'est accessible si on s'en donne les moyens. Déjà, j'ai un très beau projet le 29 mai prochain. Je vais avoir la chance de porter la flamme olympique dans le département de la Mayenne. Pour moi, c'est une véritable reconnaissance des 10 ans de projet que j'ai pu faire, des 10 ans d'impact que j'ai voulu avoir à travers la maladie, la mucoviscidose, le handicap et l'inclusion. C'est une forme de récompense et c'est une forme de récompense aussi pour tous ceux qui m'ont fait confiance depuis 10 ans de se dire que si on aide Alexandre à se déployer, à faire ses projets en l'accompagnant, que ce soit financièrement ou en l'accompagnant d'une autre manière, eh bien voilà, c'est aussi leur récompense à eux. Bien sûr, c'est moi qui vais porter cette flamme, mais cette flamme, elle représente toute l'équipe, tout l'entourage qui m'accompagne depuis ces années-là. Et c'est où? C'est ici? C'est dans le département de la Mayenne, dans un petit village qui s'appelle Sainte-Suzanne. Ok. Et du coup, ça consiste en quoi? Comment tu te retrouves à porter la flamme? On te contacte Non, le comité olympique a lancé une campagne pour recruter les porteurs de flammes. On ne pouvait pas porter sa propre candidature, il fallait que ça soit quelqu'un d'autre qui porte notre candidature. J'ai la chance d'être le parrain d'une association qui s'appelle Nous-mêmes. Nous-mêmes, ça fabrique des colocations inclusives, donc des colocations pour personnes en situation de handicap, pour qu'elles aient une vie tout bonnement comme tout le monde. Et j'ai la chance d'être le parrain de cette association-là. Et c'est cette association qui a porté ma candidature en décrivant mon parcours, qu'est-ce que je faisais. Et j'ai eu la chance d'être pris du fait de parce qu'il y en a combien? 12 000 on est 11 000 porteurs de flammes. Il y a 10 000 sur l'olympisme, 1 000 sur le paralympisme. Ok, c'est génial. Et toi, tu es sur l'olympisme. Sur l'olympisme, ok. Incroyable. Donc avec tout ce que tu réalises ces dernières années et les étapes que tu as franchies dans ta vie, tu es une source inspirante, exceptionnelle, et surtout tu montres parfaitement que tout le monde peut réaliser ses projets, ses défis et passer à l'action de manière générale. Est-ce que tu as des conseils ou des clés pour les jeunes qui n'arrivent pas ou qui n'osent pas passer à l'action? Qui n'osent pas, souvent, c'est déjà la peur du jugement de l'autre. Il faut passer au-dessus. Qui ne tente rien n'a rien. Le positif attire le positif. Et ce regard des autres,
parfois il peut y avoir du jugement des personnes, mais vous inquiétez pas, quand vous allez réussir, ça va être les premières à vous dire félicitations. Elles vont pas forcément vous dire qu'elles se sont trompées au départ, qu'elles y croyaient pas, mais croyez en vous intérieurement. Il y a déjà tellement de personnes qui veulent vous fixer des limites dans votre vie. Faut pas s'en fixer à soi-même. Faut aller de l'avant. Et je pense c'est de trouver des personnes inspirantes dans sa vie. Moi, il y a des personnes qui m'inspirent, pas forcément au quotidien, mais dans leur vie ou dans des actions qu'ils font. Et je pense que je me dis, je prends un peu des clés aussi des autres personnes pour pouvoir, moi, avancer personnellement. Et je pense que c'est important là-dessus. Et aussi d'apprendre des autres. Il y en a plein qui ont fait des erreurs avant nous. Quand toi, tu lances un projet, tu vas forcément faire des erreurs, mais c'est comme ça que tu apprends et c'est comme ça que tu deviens meilleur. Et je pense que moi, on me parle souvent de la notion de doute. Je pense qu'il faut douter dans ses projets parce que le doute nous rend meilleurs. Et justement, quand on a un abus de confiance, je pense que c'est là où on dégringole. Ouais, puis quand tu doutes, c'est aussi le moment où tu peux te poser les bonnes questions sur ton projet. Est-ce qu'il est viable? Est-ce qu'il est faisable? Est-ce que l'entraînement est bon, etc., etc. Exactement. Mais et je suis aussi d'accord sur ce que tu dis, sur le fait que si toi-même tu crois pas en toi, comment tu veux que les autres te soutiennent dans ton projet? Comment tu veux que les autres t'aident à porter le projet si toi-même c'est ça, puis t'es pas sûr d'y arriver, quoi. Il y a entre ce que toi tu dégages, il faut que tu dégages de l'assurance vis-à-vis des autres, même si toi quand tu te retrouves tout seul, tu te poses des questions. Entre ce que tu dégages et ce que tu ressens, il y a aussi parfois une frontière. Et c'est ce qu'on voit après sur les réseaux sociaux, c'est qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs aussi qui ne cachent pas leurs défaites, qui ne cachent pas quand ils ont eu un problème. Et c'est justement en s'inspirant de ces personnes-là que parfois on réitère pas les mêmes erreurs. Ouais, parce qu'après il faut pas aussi se fier au réseau où tout est toujours très rose. Exactement. Et je trouve que les gens qui montent leurs défaites, c'est que très récent sur les réseaux. Ah oui, totalement. Et je trouve que c'est surtout sur LinkedIn, plus que sur les autres réseaux. Parce que quand tu regardes les autres réseaux, t'as l'impression que tout le monde vit une vie incroyable, où tout se passe trop bien. Alors que quand tu leur parles en face à face, tu vois que leur vie, elle n'est pas aussi belle que ça peut paraître. Et qu'ils doutent même plus que toi sur chaque projet qu'ils font. Ça, c'est sûr. Comment tu te vois, toi, dans 20 ans? Et qu'est-ce que tu veux accomplir ou quel message tu veux faire passer? Mais vraiment, une fois que tu auras encore plus de temps pour aboutir tous les projets que tu veux aboutir. Moi, c'est de continuer à avoir de l'impact vis-à-vis de ce que je fais. Et moi, c'est la notion de partage qui m'anime. Le partage avec les autres, pouvoir embarquer un maximum de personnes. Je pense que c'est une capacité, c'est une force que j'ai vis-à-vis de mes projets. J'ai juste envie que ça se décuple et que parfois peut-être que les projets deviennent de plus en plus gros. Mais en tout cas, ouais, c'est cette notion de partage. Et dans 20 ans, je me vois toujours entreprendre et avoir une vie toujours aussi riche en termes de rencontres et de partage. Oui. Je comprends. Avec toute l'expérience que tu as acquise, est-ce que tu peux me donner les principaux obstacles et réussites, hormis évidemment ta maladie qui est forcément en premier, mais moi je parle vraiment en termes de projet et d'entrepreneuriat, on va dire. Principaux obstacles, c'est savoir aussi bien s'entourer, être entouré des bonnes personnes. On peut pas être le meilleur dans tout. Parfois, faut être en capacité de déléguer des tâches et c'est comme ça. Moi, j'ai toute une petite équipe autour de moi et c'est comme ça qu'on devient meilleur. Quand t'es entouré des meilleurs, ça donne de très beaux résultats. Et parfois, le plus dur obstacle, c'est souvent la peur de nos proches, la peur qu'on n'y arrive pas, la peur qu'il nous arrive quelque chose. Et c'est de leur dire, mais si croyez en moi, vous inquiétez pas. Et en fait, justement, si vous croyez en moi et si vous me donnez toute cette force, et juste m'encourager à aller de l'avant. Et je pense que justement, si notre entourage, notre famille nous encourage à avoir des projets sans foncer la tête baissée dans un mur. Oui, sans te dire toujours c'est trop bien, c'est trop bien. Mais il faut qu'il soit là pour te dire continue, on y croit et on y croit avec toi. Et c'est justement parfois cet obstacle de la peur de nos proches qui ça rejaillit sur nous. Et ça peut être un obstacle qui est énorme. Ok. Et une grande victoire Moi, une grande victoire, il n'y a pas de grande victoire. C'est plutôt parfois quand je reçois des messages de personnes de soutien, tu vois que tu as eu un impact d'anonymes. Et si j'ai pu avoir un impact sur leur vie, je me dis que mes projets ont du sens. Et donc, ça me donne envie de me lever le lendemain matin et de me dire continue.
et ça va encore bien se passer. C'est clair, c'est trop bien. J'ai 3 petites questions plus générales pour finir. Selon toi, est-ce que l'entrepreneuriat est ouvert à tous? Et je parle d'entrepreneuriat au sens large du terme, c'est-à-dire créer des projets et entreprendre dans sa vie, quoi. Oui, entreprendre dans sa vie, il n'y a pas besoin de monter une entreprise ou de monter des projets pour entreprendre dans sa vie. Il n'y a pas de petits ou grands projets. Souvent, moi, on voit mon évolution au bout de 10 ans, mais j'ai commencé avec entre guillemets, le petit tour d'Europe où c'était... Ouais, mais non, mais c'était un petit truc d'étudiant, enfin... Et je pense que oui, c'est ouvert à tous. Après, je pense que c'est aussi un état d'esprit. On n'est pas tous calibrés pour faire ça, quoi. Calibrés et dotés de cette capacité à vouloir entreprendre. Mais oui, je pense que c'est ouvert à tous si on s'en donne les moyens et si on fait bouger les choses pour aller les chercher aussi. Selon toi, est-ce qu'il y a un âge parfait pour entreprendre? Est-ce que c'est mieux, par exemple, pendant les études, comme tu as pu commencer? Est-ce que c'est bien après les études? Est-ce que c'est mieux quand tu as un peu d'argent et que tu as déjà de l'expérience et que tu as fait un CDI? Est-ce que toi, tu as un avis là-dessus? Chaque personne est différente et en fait, c'est selon son parcours. Il y a des jeunes qui s'engagent dès qu'ils ont 10, 15 ans dans des associations, etc. C'est une forme d'entrepreneuriat. Il y en a qui ont besoin d'acquérir plus de maturité ou plus de confiance et qui veulent aussi avoir, comme tu dis, cet aspect financier, de se dire j'ai déjà de l'argent, donc j'ai déjà peut-être ça moins pensé quand je me lance dans une sécurité. Mais je pense que c'est selon en fait chaque projet. Il y a des projets où on a besoin d'un peu plus de maturité ou un peu plus de financement. Tout dépend des projets qu'on veut mener, mais moi je pense qu'il n'y a pas d'âge pour avoir un projet entrepreneurial. Ouais, je suis d'accord. Pour moi, ça dépend aussi de la personne quand on se sent. Oui. Après, c'est important de dire qu'il n'y a pas de bon moment. Ah oui, totalement. Pour le coup, faut pas se dire j'attends le bon moment parce que ça, bon moment. Voilà, c'est ça, exactement. Faut que tu le provoques en fait le bon moment. Exactement. Mais tu l'as très bien dit aussi, le bon attire le bon et la positivité attire la positivité, on va dire. Et ça, dans la vie de tous les jours, c'est hyper important. Et quand tu entreprends, c'est pareil, quoi. Si tu n'oses rien faire et que tu n'oses pas passer à l'action, il n'y aura pas d'action qui se passe, quoi. Totalement. Dernière question pour clôturer. Est-ce que tu peux me donner 3 mots pour définir l'entrepreneuriat selon toi? L'entrepreneuriat, c'est aventure, partage et impact. Génial. Ça clôture comme il faut l'interview. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? De continuer à avoir 1000 projets à l'année, de continuer à avoir de l'impact et du partage avec un maximum de personnes. Eh ben, écoute, je te souhaite tout ça. Je vais suivre avec grand intérêt tous les projets que tu vas continuer. Je mets évidemment les liens de ton profil LinkedIn dans la description. Je te remercie beaucoup pour cette interview. Merci à toi. Et hâte de voir ce que tu feras à l'avenir. Merci et bonne route à toi. Merci.